Je ne saurais dire exactement à quel moment j'ai commencé à payer le prix de ma loyauté familiale. Peut-être que c'était quand j'ai refusé une opportunité d'expatriation avec ma boîte, pour rester près de la famille. Ou quand j'ai couvert, encore et encore, les dettes que Julien accumulait. Peu importe. Ce qui est certain, c'est que cette loyauté, je l'ai portée comme un sac de pierre. Jusqu'à ce que je m'effondre. Sous les apparences d'une famille normale, il y avait un déséquilibre installé depuis des années. Julien, le bébé de la famille, avait toujours été traité comme s'il était en porcelaine. Il enchaînait les petites conneries, les boulots jamais gardés plus de 2 mois, et les projets foireux avec des excuses plus longues que ses CV. À l'inverse, moi, je ne faisais pas de vagues. Je payais mon loyer rubis sur l'ongle, aidais quand on me le demandait, reprenais une bouchée de lasagne froide au repas de famille quand Julien se plaignait de ne pas avoir eu assez. Et ça semblait normal. C'était ce que je devais faire. Parce que j'étais la grande, celle qui réussit, donc celle qui doit porter un peu plus. Le jour où ma mère m'a annoncé, sans détour, que le loyer augmenterait à 2200 € pour soutenir Julien et sa femme, j'ai compris que leur générosité envers lui avait une contrepartie, ma servitude. D'un seul mot, ils effaçaient mes années d'efforts, d'économie, d'ajustements silencieux pour ne jamais leur être un fardeau. J'ai ressenti une douleur sourde, pas tant pour l'argent, mais pour le message derrière. Mon travail, mes sacrifices, ma stabilité n'étaient qu'une ressource à exploiter, pas une réussite à célébrer. Et pourtant, je n'ai pas hurlé. Je me suis tue. Par loyauté. Par habitude surtout. Cette fameuse loyauté familiale, qu'on ne remet pas en question de peur de paraître ingrate. Mais être loyal à quelqu'un qui ne l'est pas en retour, c'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Alors j'ai compris que j'avais un choix. Continuer à payer ce prix en silence, ou reprendre mon souffle, dire non, et me libérer. Ce jour-là, j'ai choisi de me sauver moi-même. Et pour la première fois, j'ai senti que ce n'était pas de l'égoïsme, mais un acte de survie. Depuis mon plus jeune âge, j'ai appris à me faire petite. À ne pas déranger. À dire oui pour apaiser, plutôt que non pour me faire respecter. Chez nous, l'harmonie avait un prix, et en général, c'était moi qui le payais. Mon frère Julien faisait des siennes, mes parents le couvraient, et quand il fallait réparer, arranger, ou simplement sourire malgré tout, il se tournait vers moi. Ce schéma, je l'ai accepté pendant des années, persuadée que c'était ça, être une bonne fille. Je ne réclamais rien, je me débrouillais seule. Quand j'ai commencé à travailler dans la pharmacie, c'était ma plus grande victoire personnelle. Démarrer une carrière à Paris, dans l'un des secteurs les plus exigeants, c'était une montagne que j'avais gravie sans l'aide de personne. J'emménageais dans l'appartement familial pour soulager mes dépenses, mais jamais je ne me suis reposée sur mes parents. Je payais un loyer honnête, 750 €, même si, en y repensant, rares sont ceux à qui les parents facturent un loyer pour un logement qu'ils n'utilisent pas. Je me disais que c'était une façon de rester indépendante, que je devais participer. Montrer ma gratitude. Alors j'ai payé, meublé, décoré soigneusement. J'ai fait les choses dans les règles. Chaque rénovation, chaque changement, je le demandais poliment. Et bien que tout depuis l'aspirateur jusqu'au canapé m'appartint, je n'ai jamais revendiqué quoi que ce soit. J'étais conciliante. Pendant ce temps, Julien enchaînait les errances. Il occupait sa chambre d'ado sans payer un sou. Il se levait à midi, ne gardait aucun emploi, mais Madame Maman trouvait toujours des mots tendres pour l'excuser. Il est sensible, le monde du travail est trop rude pour lui. Quant à moi, je faisais des heures sup, je me privais de vacances pour étoffer mon épargne. Je ne disais rien. Pas devant eux en tout cas. Je gardais mes colères bien rangées, dignes, enfermées dans des silences polis. À chaque réunion de famille, où l'on vantait Julien pour avoir plein de projets, mon cœur se serrait. Peut-être qu'à force de se taire, on oublie qu'on a une voix. Mais ce que j'ai compris, avec le temps, c'est qu'on ne sera jamais assez docile, jamais assez généreux pour des gens qui ne voient que ce qu'ils peuvent tirer de vous. Mon erreur n'a jamais été d'aimer ma famille. Mon erreur, c'était de croire que l'amour allait suffire à mériter le leur. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Il pleuvait légèrement, un de ces après-midi gris typiques de la banlieue parisienne. Je venais de rentrer du travail, encore épuisée par une réunion interminable, quand j'ai vu ma mère assise dans ma cuisine. Pas un bonjour, pas un sourire. Juste ce regard froid, distant, presque mécanique. On doit parler. Elle pousse son sac à main sur le côté et me fixe droit dans les yeux. Je sens mon cœur battre légèrement plus vite. Ton loyer passe à 2200 € à partir du mois prochain. Je ris nerveusement, pensant à une mauvaise blague. Mais non,
Son expression en reste figée. Sérieuse. Inflexible. Comment ça? 2 200 €? Le marché connaît une explosion que j'ignore? Elle soupire, presque agacée que je ne comprenne pas immédiatement. Julien et Amélie attendent un bébé. Ils ont besoin de ton aide. On pensait que tu comprendrais. Ce n'est pas un loyer, c'est un soutien familial. Je reste figée. Mon frère? Celui qui vit encore chez nos parents à 28 ans sans jamais payer un centime? Celui qui n'a jamais conservé un emploi plus de 3 mois? Et sa compagne? Influenceuse, sans réelle audience, déjà suffisamment dramatique pour occuper tout un théâtre? Et maintenant, je devrais subvenir à leurs besoins sous prétexte qu'ils deviennent parents? Mais je paie déjà pour cet appartement. Chaque mois, depuis 8 ans. Je sens ma voix trembler un peu. C'est moi qui ai acheté tous les meubles. Vous ne m'avez jamais fait de contrat, et maintenant, vous me mettez un couteau sous la gorge, tu vis ici à prix d'amis. On s'est montré généreux. Maintenant c'est à toi de nous renvoyer l'ascenseur. Ce mot, généreux. Il résonne comme une gifle. Je commence à comprendre. Je ne suis pas leur fille. Je suis leur plan de secours. Leur solution facile à un problème qu'ils refusent de gérer. Mon frère échoue? Il suffit d'augmenter le loyer de Maya. Sa compagne a besoin de confort? Maya va payer. Et moi, depuis toujours, j'ai été silencieuse. Discrète. Prévisible. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement hoché la tête. Et intérieurement, j'ai commencé à faire mes plans. Parce que si ma loyauté ne vaut rien, alors il était temps que je me montre égoïste. Julien, c'était le roi de la maison, même à 28 ans. Rien dans sa vie ne justifiait un tel traitement de faveur, mais mes parents le voyaient comme un être spécial, fragile, incompris du monde. Pendant que je travaillais sans relâche pour m'en sortir à Paris, lui passait ses journées à chercher sa voie, entre des projets aussi vagues que futiles. Le dernier en date? Devenir coach de vie. Sans jamais avoir maintenu un emploi plus d'1 mois. Puis il y a eu Amélie. Elle est entrée dans nos vies comme un personnage de série télévisée, maquillage parfait, téléphone constamment en main, sourire de façade. Influenceuse autoproclamée, elle vivait d'images, de likes et de collaborations gratuites avec des marques inconnues. Dès leur rencontre, mes parents se sont extasiés. Quelle élégance! Quelle assurance! Moi, au contraire, j'ai tout de suite vu cette arrogance maquillée en confiance, cette façon d'ignorer ce que les autres disaient pour vite recentrer la conversation sur elle. Peu après leur mariage éclair, Amélie est tombée enceinte. Cela a tout changé. Ma mère, pourtant si distante jusque-là, s'est transformée en organisatrice officielle de la grossesse. Entre les séances photos de ventre arrondi, les rendez-vous prénatals suivis comme s'il s'agissait d'un mariage royal, et les cadeaux ridiculement hors de prix, l'équilibre familial basculait complètement. Tout tournait désormais autour du petit couple. Un après-midi, alors que je revenais d'une série de réunions éreintantes, ma mère m'attendait déjà devant chez moi. Elle ne m'a même pas demandé comment j'allais. D'un ton sec, elle a dit « Ton loyer passe à 200 €. Julien et Amélie vont avoir besoin d'aide. Tu comprends, le bébé ?» J'étais stupéfaite. Ce n'était plus une proposition, mais un ordre. Elle ne parlait pas d'un ajustement ou d'un besoin ponctuel. Non. C'était leur nouveau plan. Je devais me saigner financièrement pour compenser leur manque d'organisation. Et l'incapacité de leur fils adoré à assumer ses responsabilités. Quand j'ai exprimé mon désaccord, ma mère a haussé un sourcil. C'est ta famille, Maya. Tu dois être solidaire. Solidarité. Un mot qui, chez nous, ne s'appliquait qu'à une seule direction, de moi vers eux. Et alors qu'Amélie postait des vidéos de sa vie simple et authentique en dégustant un smoothie à 10 €, je réalisais que personne ne me voyait vraiment. J'étais juste la solution, la roue de secours, la banque silencieuse. Mais tout ça allait changer. Je me souviens encore du moment exact où j'ai compris que quelque chose s'était brisé. La voix de ma mère résonnait encore dans mes oreilles. Ce n'est pas un loyer, c'est un soutien familial. Ces mots, prononcés avec tant de froideur, avaient claqué comme une gifle. J'avais toujours été discrète, obéissante, loyale même lorsque je me sentais mise à l'écart. Mais là, c'était différent. J'en avais assez. Assez d'être la solution aux problèmes de mon frère. Assez que mes efforts servent à masquer leurs échecs. Alors j'ai mûri un plan simple, efficace, irréversible. Je n'ai rien dit. J'ai souri, comme d'habitude. J'ai continué à payer le loyer pendant 1 mois de plus. En parallèle, j'ai commencé discrètement à chercher un nouvel appartement. J'ai mis comme critère
proche de mon travail, dans un quartier calme, lumineux, et surtout, où je serais enfin chez moi. J'ai vite trouvé un 2 pièces charmant, un peu plus cher que ce que je payais jusqu'ici, mais bien en dessous des 2200 € exigés. Le jour du déménagement, j'ai agi méthodiquement. J'ai commencé tôt le matin. J'ai emballé chaque objet, chaque assiette, chaque livre, chaque rideau, tout ce que j'avais acheté, tout ce qui venait de ma poche, tout ce que j'avais mis des années à construire. Une équipe de déménageurs est venue vers 11 heures. Ils ont été efficaces, rapides. Quand ils m'ont demandé quoi laisser, j'ai désigné la vieille table bancale dans la cuisine. Tout le reste part avec moi. J'ai laissé un petit mot dessus, bonne chance. Puis je suis partie. Avant de refermer la porte, j'ai pris une grande inspiration. C'était l'appartement de mes parents, certes. Mais j'y avais vécu, pleuré, ri, espéré. Et je partais avec tout ce qui m'appartenait. Sauf les souvenirs. Ce soir-là, j'ai envoyé un simple message à ma mère. J'ai déménagé. Merci pour tout. Pas de réponse. Pas de questions. Juste le silence. Et c'était très bien comme ça. Dans mon nouveau chez-moi, j'ai ressenti un apaisement que je n'avais jamais connu. J'avais repris le contrôle. J'avais refusé d'être la roue de secours de leur navire familial en perdition. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais fière de moi. Quand j'ai envoyé ce simple message à ma mère, j'ai déménagé. Merci pour tout. J'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de vide. Le silence qui a suivi a été plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Pas un appel, pas un message, rien. La coupure était nette, brutale. Mais nécessaire. Les premiers jours dans mon nouveau logement ont été étrangement calmes. J'avais arraché mes racines. Mais je respirais mieux. J'ouvrais les fenêtres à plein poumon, je découvrais mon nouveau quartier, et surtout, je goûtais à un sentiment rare, la paix. Mais tout n'a pas disparu comme par magie. Cette rupture familiale laissait un sillon de tristesse et d'interrogation. J'avais souvent idéalisé ma famille, excusé leurs injustices, intériorisé leur silence comme une preuve de ma propre insignifiance. Et pourtant, j'étais là aujourd'hui, debout, plus forte que jamais, en train de construire une vie qui, pour une fois, ne reposait pas sur des compromis étouffants. Le calme a duré une semaine. Puis le chaos a frappé, mais, de loin, des messages vocaux brouillons, des insultes à peine voilées, mêlées de supplications. Tu aurais pu prévenir. Tu as laissé tes parents dans une galère. Tu penses qu'ils t'ont tout donné pour que tu nous abandonnes maintenant? Je ne répondais pas. Pas par vengeance. Mais parce que je savais que toute réponse alimenterait un cycle, sans fin de reproches et de culpabilisation. Je me suis concentrée sur moi. À mon travail, on m'a confié un nouveau dossier important. Mes collègues ont commencé à me regarder autrement, avec respect. J'arrivais plus tôt, mon esprit était clair, libre de l'agitation que ma famille avait instillée pendant des années. J'ai repris goût à des plaisirs simples. Lire sans stress, cuisiner pour moi seule, écouter le silence. C'est ma cousine Sophie qui m'a donné les nouvelles. Le fameux appartement? Vide. Impossible à louer, en piteux état sans mes meubles. Mes parents, furieux. Julien? Toujours incapable de se stabiliser. Et Amélie n'arrêtait pas de menacer de partir avec le bébé. Sans jamais en avoir le courage. Ironiquement, ce silence que j'avais toujours craint s'est transformé en bouclier. Derrière lui, j'ai guéri, j'ai grandi. Et petit à petit, une Maya nouvelle est née, plus lucide, plus libre. Pas en colère, juste, enfin fidèle à elle-même. J'ai compris que parfois, se taire, ce n'est pas fuir. C'est s'honorer. Le silence pesait dans mon nouvel appartement lumineux, mais pour la première fois depuis longtemps, il m'apaisait. Je m'étais éveillée ce matin-là sans angoisse, sans penser aux attentes de mes parents ou aux demandes indirectes déguisées en obligations familiales. Pourtant, à quelques kilomètres de là, tout semblait s'effondrer. Et ce, non pas pour moi, mais pour ceux qui avaient toujours cru pouvoir dicter ma vie. C'est ma cousine Sophie qui m'avait appelée la première, la voix enjouée mais curieuse. Tu n'es pas au courant? Tes parents sont dans tous leurs états. Elle m'a raconté, entre deux éclats de rire, comment mes parents avaient promis à un jeune couple un appartement entièrement meublé. Sans meubles. Le nouveau locataire était reparti furieux, l'affaire avait coulé. La réaction de mes parents? Ils étaient d'abord sûrs que je reviendrais. Que je culpabiliserais. Mais les jours passaient, et aucun appel, aucun message de ma part, juste un silence qu'ils n'avaient jamais connu venant de moi. Ils ont alors tenté la colère. Ma mère a menacé d'appeler un avocat, prétendant que j'étais partie avec les meubles alors que l'appartement appartenait à la famille. Je n'ai pas perdu mon calme. Je lui ai simplement répondu,
Pendant 8 ans, vous avez encaissé un loyer, sans contrat, en liquide. Tu veux vraiment en parler au fisc? Elle n'a plus jamais évoqué le sujet. Mon téléphone vibrait de temps en temps, messages vocaux de Julien, mêlant pitié et agressivité. Des « tu dois nous aider » jusqu'à « tu es égoïste et ingrate ». J'écoutais parfois leur voix avec le même détachement qu'un bruit de fond. Je ne répondais plus. Leur contrôle s'était brisé net. Et pendant que s'enfonçait dans le chaos, ma vie avançait enfin. Je me rendais compte à quel point vivre avait été pour moi un exercice d'adaptation aux attentes des autres. Désormais, chaque décision venait de moi. Je riais plus. Je prenais du temps pour moi. Mon travail m'apportait une reconnaissance que je n'avais jamais connue dans ma propre famille. Je n'avais plus peur. Plus peur d'être seule, ni du jugement. L'illusion de la famille unie et solidaire s'était effondrée. Mais ce n'était pas une perte. C'était une libération. Ils n'avaient pas perdu une fille. Ils avaient juste découvert que je n'étais plus à leur disposition. Et moi, j'avais découvert que la paix ne vient pas toujours d'où on l'attend, mais d'un choix. Le mien. J.E. sortait du bureau ce soir-là, fatigué mais apaisé. Ma journée avait été intense, productive, et je venais même de boucler un projet en avance, ce que mon chef avait salué avec un sourire rare. Alors que je descendais les marches du métro, une silhouette m'arrêta net. Julien m'attendait. Il portait une veste froissée, des cerniments sous les yeux, et tenait son téléphone nerveusement comme si cela pouvait lui donner une contenance. Il parla avant que je ne puisse fuir. « Maya, attends. J'ai besoin de te parler. » Je soupirais, déjà lassée. « Julien, j'ai rien à te dire. » Mais il insista, me suppliant pratiquement. Par curiosité, ou par pitié, je ne sais plus, je le suivis finalement jusqu'à un petit café à quelques pas. À peine installé, il explosa. On a besoin de 9 000 € pour déménager. Amélie n'en peut plus. Le bébé, le bruit chez les parents. C'est l'enfer, je restais silencieuse. C'était presque surréaliste. On pensait, tu pourrais avancer l'argent. Je te rembourserai. Promis. Cette fois, je le ferai, je te jure. Je le regardais longtemps sans parler. J'avais devant moi mon frère. Mais aussi l'homme enfant que j'avais vu passer d'un projet raté à l'autre, d'une promesse à une autre. Il n'avait jamais tenu parole. Il n'avait jamais travaillé plus que quelques mois, toujours à lancer un blog, une chaîne ou un plan révolutionnaire qui ne menait nulle part. Julien, commençai-je doucement, tu n'as jamais remboursé ce que tu devais. Tu as toujours, est-ce trouvé une autre excuse, une autre urgence. Tu m'as jamais soutenu, jamais demandé comment j'allais. Il y eut un rire amer. Tu t'en fiches. C'est Amélie, le bébé. Tu veux les voir souffrir? Je me levai. Mon cœur battait fort, mais mon esprit était calme. Je ne vous veux aucun mal, mais je ne suis pas votre solution miracle. Tu veux un avenir? Alors commence par en construire un. Pas en me tirant vers le bas à chaque tempête. Julien chercha ses mots, déçu, presque désespéré. Mais je partais déjà. Lentement, posément. Sur le trajet du retour, mon téléphone vibra. C'était ma cousine Sophie. Un message vocal. C'est le chaos à la maison, Maya. Amélie menace de partir. Ton père veut reprendre un job. Maman est effondrée. Je regardais par la fenêtre du bus, les lumières de la ville glissant comme des souvenirs flous. Je n'avais ni haine, ni rancune. Juste une étrange certitude. J'avais enfin choisi ma paix. Je ne m'attendais pas à la voir. En sortant de mon bureau ce jour-là, je l'ai d'abord aperçue de dos, assise sur le banc en face de l'entrée. Mon cœur a cogné, pas de tristesse, mais d'un mélange étrange entre surprise et vigilance. Ma mère, Monique. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire fragile. Celui qu'on sort quand on n'est pas sûr d'avoir encore le droit d'en esquisser un. Je me suis approchée lentement, sans dire un mot. Elle s'est levée, ses mains tremblaient légèrement sur son sac. Le silence s'est installé entre nous, pesant. Elle a été la première à parler, d'une voix douce, presque cassée. Je voulais te voir. Tu nous manques, Maya. Je me suis figée. Pendant un instant, j'ai cru entendre un écho du passé. La mère douce d'avant. Mais cette mère-là n'avait jamais existé totalement, pas avec moi. Mon ton est resté calme. Je vous manque pourquoi? Pour le loyer? Pour les meubles? Ou pour l'équilibre que je maintenais pendant que vous étiez aveuglé par Julien? Elle a baissé les yeux, comme si mes mots la giflaient. On a mal géré. C'est vrai. On n'a pas su te montrer à quel point tu comptais. Elle relevait à peine la tête, la voix figée par l'émotion. Je ne savais pas si c'était sincère ou une tentative de sauvetage. Peut-être un peu des deux.
Je n'étais plus celle qui avait besoin de sa validation. Alors j'ai dit, doucement mais fermement, quand Julien aura un vrai boulot, quand vous aurez compris que l'amour ne se mendie pas à coups de sacrifices unilatéraux. Alors peut-être, on pourra se reparler. Elle est restée là, les mains crispées, cette fois incapable de répondre. Je l'ai regardée encore quelques secondes. Elle était fatiguée, vieillie par les tensions. Mais aucune de ses rides n'effaçait l'indifférence passée. Sans un mot de plus, j'ai tourné les talons. En marchant, je me suis sentie légère. Pas heureuse, mais libre. Je savais que cette scène serait pour elle un électrochoc, qu'enfin, elle verrait que celle qu'elle prenait pour un pilier docile avait appris à choisir ses frontières. Derrière moi, aucun pas ne me suivait. Et c'était très bien ainsi, un nouvel appartement était baigné de lumière. Les murs en corne résonnaient d'un silence apaisant, bien loin des cris étouffés, et des soupirs forcés de ma vie d'avant. J'avais emménagé seule, sans fanfare, sans aide. Juste moi, mes affaires, et cette sensation étrange mais grisante de repartir de zéro sur mes termes. Les premières semaines furent étrangement calmes. Personne pour me juger sur mes horaires, mes choix de déco, ou mes repas congelés. J'avais troqué l'appartement familial contre un 2 pièces moderne, à 20 minutes à pied de mon travail. Plus petit, certes, mais c'était le mien. Et chaque détail était pensé pour moi. Les rideaux verts que j'adorais, le fauteuil moelleux hérité de la grand-tante Lucienne, même les post-it collés sur mon frigo me faisaient sourire. Mon travail m'a aussi vu évoluer. J'étais plus concentrée, plus efficace, comme allégée d'un poids invisible. Mon manager m'a appelé un matin dans son bureau. J'ai cru que j'avais oublié de rendre un dossier. En réalité, il voulait me féliciter. Une promotion m'attendait au service de coordination clinique, avec une augmentation non négligeable. J'ai failli pleurer. Pas tant pour l'argent, mais parce que, pour la première fois, on reconnaissait mon travail, sans que je n'aie à crier pour exister. Je me suis autorisé quelques plaisirs, un abonnement à une salle de sport, des cours de cuisine le mercredi soir, et puis une rencontre. Marc, un collègue d'un autre service. Discret, drôle, terre à terre. Le genre d'homme qui ne cherche pas à impressionner, juste à comprendre. Quand je lui ai parlé un peu trop tôt peut-être, de ce que j'avais traversé, il a juste posé une main sur la mienne et dit « Tu avais le droit d'exister aussi, Maya ». Je commençais à me reconstruire. Pas en oubliant, mais en apprenant à vivre avec. Mon passé familial faisait partie de moi, mais désormais, je choisissais ce que j'en gardais. La colère. Je l'avais laissée derrière. Ce qui restait, c'était une force. Une lucidité que je ne pensais jamais acquérir. Et puis, j'ai recommencé à rêver. À chercher un futur qui me ressemble. À envisager un achat immobilier, cette fois uniquement à mon nom, loin des chaînes invisibles, mais bien réelles du devoir familial. Je n'étais plus la fille effacée d'une fratrie déséquilibrée. J'étais Maya. Juste Maya. Et ça suffisait.